Bonjour à tous, bienvenue à cette dernière séance de l'année du séminaire. Je suis très heureuse que nous terminions justement l'année avec une conférence de Benoît Gauthier, qui est membre et co-directeur actuellement du groupe de recherche en épistémologie rattaché à la chaire que nous avons donc fondé cette année. Benoît Gauthier est un éminent spécialiste de l'épistémologie, mais aussi de toute la tradition, qu'on pourrait dire, des études peirsiennes et des études wittgensteiniennes, ainsi que des études bourdieusiennes, du reste. Bon, il a écrit un nombre considérable de choses importantes. Parmi celles-ci, 2 livres. Qu'est-ce que le pragmatisme, paru chez Vrin cette année, et un autre livre qu'il a introduit et co-dirigé avec Jean-Marie Chevalier, Connaître, question d'épistémologie contemporaine, aux éditions Itac. Sera bientôt en ligne le volume important qu'il a aussi co-dirigé avec Jean-Marie Chevalier dans le cadre du premier colloque du groupe de recherche en épistémologie, La connaissance et ses raisons. La mise en ligne est imminente. Parmi les articles déjà nombreux que Benoît Gauthier a rédigés dans des revues internationales de très haut niveau, je citerai simplement quelques-uns. Achievement, Safety and Environmental Epistemic Luck dans Dialectica, en 2014. An Argument Against the Possibility of Gettier Beliefs, Logos et Épistémé, 2014. Avons-nous des obligations épistémiques? Le champ scientifique, le progrès de la raison et l'exercice de la philosophie. Le pragmatisme et les concepts de la perception, l'iconicité en action, dans la revue Intellectica. Il n'y a pas de croyance guettiérisée, dans le volume d'hommage à Pascal Angèle de 2014. Également, Désaccords philosophiques, défis de l'intégration et investigation conceptuelle, dans le volume La reconstruction de la raison, dirigé par Jean-Jacques Rosa. De nombreux articles sont en préparation ou à paraître, et en particulier dans le domaine de la normativité épistémique et de ce qu'on appelle précisément nos obligations doxastiques. Ce n'est donc pas un hasard si le sujet dont va parler Benoît aujourd'hui porte sur les vertus épistémiques et les obligations de performance doxastique. En notre nom à tous, je le remercie donc chaleureusement d'avoir accepté mon invitation, et je suis, vous vous en doutez, comme nous le sommes tous, j'en suis sûre, très impatiente de l'entendre. Bien, merci Claudine pour cette invitation qui me fait très plaisir et qui m'honore. Et j'essaierai de tenir pour une fois le temps qui m'est imparti et de ne pas parler plus d'une heure ou d'une heure et quart sur un sujet assez délicat et à propos duquel la conclusion, comme vous le verrez, sera soumise à la discussion parce qu'elle restera dans une large mesure assez ouverte. Donc il sera question de vertus épistémiques et d'obligations de performance doxastique. Et plus généralement, il sera question de savoir si le fait d'être épistémiquement vertueux est nécessaire ou même suffisant pour que nos obligations épistémiques soient satisfaites. En d'autres termes, et plus généralement, il sera question de savoir si ce qui fait qu'on peut dire d'un individu qu'il aurait dû, qu'il n'aurait pas dû, qu'il avait le droit de croire telle ou telle chose, à avoir ou non, et si oui, dans quelle mesure, avec le fait d'être épistémiquement vertueux, et plus précisément avec le fait que la croyance en question ait été formée de façon épistémiquement vertueuse. Et alors, par formée de façon épistémiquement vertueuse, je n'entends pas ici quelque chose comme résultant de méthodes
et de traits ou processus cognitifs de l'individu en question qui sont, peut-être aussi qu'il croit ou qu'il sait être, suffisamment fiables pour rendre suffisamment sûre la croyance en question. Ce genre de caractérisation qu'on trouve fréquemment dans la littérature épistémologique contemporaine de former de façon épistémiquement vertueuse ne correspond pas au sens de cette expression qui m'intéresse aujourd'hui. La question qui m'intéresse n'est pas de savoir si, pour qu'un individu soit en droit de croire ceci ou cela, il est nécessaire, ou même suffisant, que ces croyances résultent de méthodes et de traits ou processus cognitifs possédant ces caractéristiques. Elle est de savoir si, pour être en droit de les avoir formées, il est nécessaire, ou même suffisant, qu'il les fait en faisant preuve de certaines vertus intellectuelles, ou vertus de caractère intellectuel, comme les appelle notamment Jason Baer, à savoir la minutie, la rigueur, la prudence, l'honnêteté, l'humilité, ou l'équité intellectuelle, par exemple. Ce qui correspond au passage à un sens assez intuitif de l'expression « former ses croyances de façon épistémiquement vertueuse ». Alors la réponse que je vais essayer de défendre est que, pour être en droit de les avoir, donc une certaine croyance, il est toujours suffisant et souvent nécessaire de les avoir formés ainsi, de les avoir formés de façon intellectuellement vertueuse, épistémologiquement vertueuse, au sens que j'ai indiqué. Donc, toujours suffisant et souvent nécessaire. Ainsi, former une croyance de façon épistémiquement ou intellectuellement vertueuse implique le droit ou la permission de la former et interdit qu'on puisse en être légitimement blâmé. Et donc je ne soutiendrai pas, par exemple, qu'à défaut de garantir qu'on ait le droit de la former, le fait de l'avoir formée de façon intellectuellement vertueuse garantit au moins qu'on soit exempt de tout reproche, la faute commise s'en trouvant alors excusée. Je soutiendrai qu'il n'y a pas de faute commise, donc pas de faute à excuser, lorsque la croyance est formée de façon intellectuellement vertueuse. Une des raisons pour lesquelles je soutiendrai que former une croyance de cette manière implique qu'on soit en droit de la former est que former une croyance en étant minutieux, prudent, rigoureux, honnête intellectuellement signifie qu'on a fait du mieux qu'on pouvait en la formant. Alors, cette position me semble, et j'en dirai juste un mot, largement préférable, entre autres positions, à celle selon laquelle la satisfaction ou non de nos obligations épistémiques se juge à l'aune d'une norme de vérité ou de connaissance à laquelle la croyance serait soumise. Largement préférable parce qu'il me semble, j'allais dire clairement faux, en tout cas assez contestable de soutenir qu'un individu n'aurait pas dû former la croyance que P dès lors que cette croyance est fausse ou guettiérisée. Et parce que je suis aussi d'accord avec quelqu'un comme Clayton Littlejohn, par exemple, pour dire que soutenir que la vérité ou la connaissance est la norme de la croyance implique de soutenir qu'une croyance fausse ou une croyance qui n'est pas une connaissance est une croyance qui enfreint cette norme et est de ce fait une croyance qu'on n'aurait pas dû former. Alors pour dire les choses un peu différemment, quand un individu n'est intuitivement pas blâmable pour avoir formé une croyance fausse, parce que nous dirions ordinairement de lui qu'il avait toutes les raisons de croire que P, il serait bizarre de décrire sa situation en disant qu'il s'est mis en faute en formant cette croyance, mais qu'il en est cependant excusé, puisqu'il avait toutes les raisons de croire que P. Alors on pourrait objecter qu'il ne serait pas manifestement inapproprié de dire dans ce genre de cas qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire en formant cette croyance, atteindre la vérité, atteindre la connaissance, et donc qu'il ne serait pas manifestement inapproprié de dire qu'il n'a pas fait en la formant ce qu'il avait l'obligation de faire. Cette inférence est cependant, selon moi, contestable, parce que, à mon avis, le sens auquel il semble possible de dire qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire en formant cette croyance ne semble pas être celui auquel on dirait de lui qu'il a enfreint un devoir, une obligation, une norme à laquelle il était soumis en la formant, mais plutôt celui auquel il n'a pas fait ce qu'il était censé faire ou supposé faire. Donc la thèse que je vais soutenir, enfin une autre thèse que je vais soutenir, qui sera reliée à la première ou qui me permettra plus exactement d'établir celle que j'ai indiquée pour commencer, est que nos obligations épistémiques doivent être conçues comme des obligations de performance doxastique. Par quoi j'entends, pour dire les choses rapidement pour le moment,
des obligations de performance dans le traitement cognitif des faits portés à notre connaissance. Alors, cette thèse peut sembler, à première vue, incompatible avec l'idée que la possession de vertus intellectuelles est, comme je l'ai indiqué, souvent nécessaire à la satisfaction de nos obligations épistémiques. En effet, si ces obligations sont des obligations de performance doxastique, pourquoi la performance requise ne pourrait-elle, en de nombreuses occasions, être réalisée qu'à la condition d'être intellectuellement vertueux? Ce qui signifie, de façon à première vue étonnante, que, en ces occasions, aucune augmentation de nos capacités cognitives ne pourrait permettre de réaliser la performance requise si nous n'étions pas intellectuellement vertueux. Alors j'essaierai de montrer, dans la dernière partie de cet exposé, pourquoi en réalité cela n'est pas étonnant, et donc pourquoi, sans la possession de vertus intellectuelles du genre de celles que j'ai indiquées, et dont la nature devra être clarifiée, nous ne pourrions pas, en de nombreuses occasions, satisfaire nos obligations épistémiques, c'est-à-dire nos obligations de performance doxastique. Alors quelques remarques avant d'entrer dans le vif du sujet. La première est que mon objectif, en m'intéressant à la notion d'obligation épistémique, n'est pas de chercher à caractériser la connaissance, la justification des croyances, la bonne conduite de l'enquête ou la bonne conduite de la vie intellectuelle en général en termes déontologiques. Il ne s'agit pas notamment de dire que c'est à la condition de satisfaire une certaine éthique déontologiste de la croyance, et non pas plutôt de posséder certaines vertus épistémiques manifestées dans sa formation, qu'une croyance recevra une évaluation déontique positive ou sera une connaissance. Je n'ai nullement l'intention, corrélativement, de normativiser le champ épistémique en son entier, ni même de normativiser quoi que ce soit. Mon objectif est simplement de comprendre ce que veulent dire et comment il est possible que soient légitimes des affirmations du genre que celles que j'ai listées, qui sont indiquées sur l'exemplier. Donc des affirmations comme « En tant que médecin, j'aurais dû déceler que ce patient souffrait de cette maladie. Je n'aurais pas dû croire que je pouvais attendre quelques jours avant d'annoncer à la personne qui m'avait recommandé pour ce poste que je l'avais obtenu. Lorsque tu as conclu que cette conclusion était correcte, mais que peut-être parce qu'ils n'étaient pas familiers ou parce qu'ils vont à l'encontre de nombre de points que tu soutiens d'article en article depuis 15 ans, tu as négligé les arguments dont tu avais pris connaissance en faveur de la conclusion contraire. Tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Je n'aurais pas dû commettre cette erreur de raisonnement qu'aucun de mes collègues n'aurait commise. Je n'aurais pas dû persister à croire que son amitié pour moi était réelle, alors que clairement tout indiquait que ce n'était pas le cas. Ou enfin, étant donné le risque que tu savais encourir et l'importance qu'il avait pour toi à arriver à destination, tu n'aurais pas dû croire, sur la base des maigres informations dont tu disposais, que ce chemin était sûr, et ce, même si tu ne serais pas arrivé à destination, si tu avais continué à douter et ne t'étais pas rapidement mis en route. Donc ce qui me préoccupe, c'est simplement de comprendre ce qui fait qu'on peut dire d'une croyance qu'on était en droit de la former, qu'on aurait dû la former, ou au contraire qu'on n'aurait pas dû le faire. En d'autres termes, et pour simplifier un peu, ce qui fait qu'une croyance est légitime ou illégitime. Alors il se trouve que j'ai plutôt tendance à penser qu'une croyance justifiée est une croyance légitime, c'est-à-dire une croyance qu'on est en droit ou qu'il est permis de former. Mais si cette idée devait être rejetée, cela n'invaliderait nullement la conception que je vais proposer de ce qui fait qu'un individu aurait dû, n'aurait pas dû ou avait le droit de croire quelque chose, car cette conception n'implique pas et ne repose nullement sur la thèse qu'une croyance qu'on était en droit de former est une croyance qu'on était justifié à former. C'était la première remarque. La deuxième remarque très rapide que je voudrais faire, c'est que soutenir qu'il est parfaitement possible de dire de telle ou telle de nos croyances que nous n'aurions pas dû la former, ou que nous aurions dû former telle autre à la place, n'implique nullement, contrairement à ce que suggèrent parfois certains épistémologues des vertus, que des normes ou des règles se trouvent placées au centre de notre vie épistémique, et que la question de savoir si telle ou telle croyance les satisfait constitue l'obsession de notre vie épistémique. Troisième remarque, qui sera un peu plus longue, c'est l'objection selon laquelle, enfin c'est une remarque qui est une objection qui consiste à dire que la démarche argumentative de cet exposé présuppose quelque chose, pour en interroger en quelque sorte les conditions de possibilité, qui ne va en réalité nullement de soi, à savoir le fait que nos croyances soient soumises à des obligations épistémiques. Et plus précisément, le fait que nous ayons des obligations épistémiques concernant quelle attitude avoir vis-à-vis d'une proposition particulière, et pas seulement concernant la manière de collecter les données
ou de conduire des enquêtes, une phrase qu'emploie Sharon Ryan dans un article des Philosophical Studies de 2003. Or, pourrait-on objecter, s'il est incontestable qu'il y a des choses que nous devons faire ou ne pas faire, ou qu'il nous est permis de faire, il ne faudrait pas présupposer qu'il y a des choses que nous devons croire ou ne pas croire, ou qu'il nous est permis de croire. Bon, alors, cette objection me semble, une objection classique, me semble problématique, même franchement problématique, notamment en raison d'un argument qu'a donné, encore une fois, Clayton Littlejohn. Pour une fois, je suis relativement d'accord avec un des arguments qu'il emploie, mais celui-là me semble assez fort, qui consiste à dire que si l'on admet que dans certaines circonstances, un agent aurait dû, vous avez le raisonnement qui est indiqué sur le handout, peut-être le point sera un peu difficile à suivre à l'oral, donc le paragraphe qui est là correspond exactement à ce que je vais dire. Donc si l'on admet que dans certaines circonstances, un agent aurait dû ne pas faire fi, il semble s'en suivre qu'il n'aurait pas dû avoir la croyance qu'il devait faire fi, et qui l'a conduit à faire fi. Pour dire les choses un peu différemment, si un agent ne doit pas faire fi, il semble étrange de soutenir qu'il doit non pas ne pas croire devoir ou être autorisé à faire fi, mais plutôt ne pas agir sur la base de cette croyance. Autrement dit, si l'on croit devoir faire une chose qu'on ne doit pas faire, il semble s'en suivre qu'on ne devrait pas avoir cette croyance, et non qu'on doit être acratique et ne pas agir sur la base de cette croyance qu'on doit faire cette chose. Pour dire les choses encore différemment, il ne me semble pas du tout plausible de soutenir que lorsque nous disons d'une personne qui croit qu'elle doit faire fi, qu'elle ne doit pas faire fi, ce que nous exigeons d'elle est non pas qu'elle ne fasse pas fi et ne croit pas qu'elle doit faire fi, mais qu'elle ne fasse pas fi et, en plus de cela, fasse preuve du genre d'irrationalité qui est celle de la critique en ne se conformant pas à sa croyance qu'elle doit faire fi. En conséquence, si l'on ne rejette pas l'idée qu'on peut dire de façon appropriée d'un agent qu'il aurait dû ou n'aurait pas dû faire quelque chose, on doit admettre qu'on peut dire de façon appropriée de cet agent qu'il aurait dû ou qu'il n'aurait pas dû croire qu'il devait faire cette chose. Alors au passage, ce point permet de faire apparaître ce cas de problématique selon moi, l'idée selon laquelle c'est l'activité d'enquête, plutôt que les croyances qui en résultent, qui est susceptible d'être soumise à des obligations, dans la mesure où, comme dans le cas des actions en général, il est possible de dire d'une activité d'enquête qu'elle aurait dû ou non être menée d'une certaine manière. La difficulté que pose cette idée est la suivante. Puisque toute activité d'enquête repose sur des croyances relatives à la manière dont elle doit être menée, alors, si l'on admet qu'il est possible de dire d'une activité d'enquête donnée qu'elle aurait dû ou non être menée d'une certaine manière, il s'ensuit, selon le raisonnement d'Littlejohn que j'ai repris, qu'il doit être possible de dire des croyances qui, à moins d'être acratiques, sont au principe de cette activité, qu'elles auraient dû ou n'auraient pas dû être formées. Quant à l'idée que, j'en dirais juste un mot, parce que l'acceptation est un acte intellectuel, à la différence des croyances, des jugements déontiques sont susceptibles d'être vrais de ce type d'attitude propositionnelle, mais pas de la croyance, elle doit dès lors être rejetée sur la base du raisonnement que je viens d'indiquer. Et il se peut que ne soient pas disposés à le faire ces épistémologues pour qui l'acceptation semble être quelque chose qui relève suffisamment de l'action pour ne pas avoir la déonticité supposée des croyances, mais qui n'est pas non plus véritablement une action pour ne pas être basée sur des croyances et ainsi hériter de leur adéonticité supposée. Le problème, à mon avis, est simple, c'est qu'ainsi conçue, l'acceptation s'apparente davantage à une impossible chimère qu'à un véritable type d'attitude propositionnelle. Donc l'argument que j'ai avancé à la suite de Littlejohn, combiné au caractère incontestablement courant et naturel du genre d'affirmation dont j'ai donné une série d'exemples, me semble suffire à montrer que nos croyances peuvent, en elles-mêmes, être déontiquement évaluées. Il s'ensuit qu'il n'importe nullement, pour qu'elles puissent être ainsi évaluées, c'est-à-dire notamment pour qu'elles soient soumises à des obligations, que nous ayons ou non sur elles le genre de contrôle que nous avons sur nos actions. Cependant, parce que l'argument d'après lequel, à défaut d'un tel contrôle, il est inapproprié de dire de croyances qu'elles auraient dû ou n'auraient pas dû être formées
est à première vue un argument doté d'une certaine force, je voudrais à présent brièvement indiquer en quoi il ne permet pas d'établir cette conclusion. Alors cet argument, qu'on appelle parfois argument de l'involontarisme doxastique contre le déontologisme épistémique, peut s'énoncer simplement de la façon suivante. Des évaluations déontiques de nos croyances ne peuvent être appropriées que si nous avons sur nos croyances un contrôle volontaire suffisant. Nous n'avons pas un tel contrôle. Il est donc inapproprié d'évaluer déontiquement nos croyances. Autrement dit, il est inapproprié d'appliquer à nos croyances des concepts comme ceux d'obligation et de dire à propos d'une croyance quelconque qu'elle aurait dû ou n'aurait pas dû être formée. Corrélativement, il est inapproprié à propos d'une croyance quelconque de blâmer ou de reprocher à celui qui l'a formée de l'avoir fait. Alors, comme l'écrit Sharon Ryan dans l'article que j'ai déjà cité, si cet argument est correct, un grand nombre de choses que nous disons ordinairement sont fausses. Il ne serait ainsi jamais approprié de dire que quelqu'un aurait dû croire différemment ou qu'il aurait dû croire une proposition donnée qu'il n'a pas crue. Dans la mesure où nous employons très souvent de telles expressions, et en un sens littéral, dit-il, la conclusion de cet argument est très importante et choquante. Cette conclusion doit cependant être incorrecte, puisque, en plus d'aller à l'encontre de notre pratique ordinaire d'évaluation déontique des croyances, nous avons souligné, j'ai souligné tout à l'heure, à la suite de Little John, qu'il suit intuitivement du fait qu'un individu n'aurait pas dû faire fi, qu'il n'aurait pas dû croire qu'il devait ou pouvait faire fi, et non pas qu'il aurait dû être acratique et ne pas agir sur la base de sa croyance. Dès lors, puisque l'argument de l'involontarisme doxastique est incontestablement valide, au moins une de ces deux prémices doit être fausse, en dépit de leur apparente plausibilité. Alors, un grand nombre d'attaques ont été portées dans l'épistémologie contemporaine contre la prémisse 2. Ces attaques consistent à soutenir qu'il ne faut pas conclure que nous n'avons pas de contrôle volontaire suffisant de nos croyances du fait incontestable suivant. Quand on estime à un instant T que certaines choses indiquent clairement que P, ou de façon équivalente parlent clairement en faveur du fait que P soit le cas, et qu'on croit dès lors que P, il n'est pas possible, à T, de cesser de croire que P ou de former la croyance que non P pour des raisons pratiques, c'est-à-dire sur la base du fait d'estimer, à T, qu'il serait bon ou utile de cesser d'entretenir la croyance que P ou d'entretenir la croyance que non P. Pour un certain nombre d'épistémologues, le fait que la croyance ne soit pas, comme l'écrit Conor McHugh, réactive à n'importe quel type de considération que l'agent peut reconnaître ou percevoir comme un argument contre ou en faveur du fait de la former ou de continuer à l'entretenir, en l'occurrence le fait qu'elle ne soit pas réactive à des raisons pratiques, morales et prudentielles notamment, ne suffit pas à montrer qu'elle n'est pas volontaire. Ainsi, pour un philosophe comme Matthias Stöp, si le caractère volontaire de quelque chose est conçu en termes de réactivité à des raisons, reasons responsiveness, alors il n'y a pas de raison de nier que la réactivité à des raisons épistémiques suffise à rendre volontaires les états doxastiques. Réactivité à des raisons épistémiques signifie réactivité au fait d'estimer que les données disponibles parlent ou non en faveur du fait que P soit le cas, non pas en faveur du fait d'entretenir la croyance que P est le cas. Le nier cela, consiste, d'après Stöp, à faire preuve de chauvinisme en faveur des raisons pratiques. Qu'il doive y avoir réactivité à des raisons pratiques pour que l'action soit volontaire n'implique pas qu'il doive y avoir réactivité à ce genre de raisons pour que la croyance le soit, et il peut suffire donc qu'il y ait réactivité à des raisons épistémiques pour que la croyance puisse légitimement être considérée comme volontaire d'après Stöp. Autrement dit, le fait que je ne sois pas libre, athée, de croire que P pour des raisons pratiques, donc de croire que P que j'estime avoir athée, alors que je n'estime pas avoir de raisons épistémiques ou évidentielles de croire que P, n'implique pas que quand je crois que P athée, du fait d'estimer athée avoir des
raison épistémique de le croire, je n'ai pas sur la formation de cette croyance athée une forme de contrôle suffisante pour qu'elle puisse être qualifiée de volontaire et pour que, dès lors, elle puisse être déontiquement évaluée. Alors, de façon plus positive, Stupp écrit, dans un article de 2000 qui était paru dans Acta Analytica, tout comme nous pouvons mettre en balance les raisons d'effectuer une action et les raisons de ne pas effectuer cette action, nous pouvons mettre en balance les données qui parlent en faveur d'une proposition et celles qui parlent contre elle. Dès lors, en plus de la délibération pratique, il y a la délibération épistémique. Mais si, dans une délibération pratique, nous pouvons décider quoi faire, nous ne devons-nous pas avoir, en évaluant l'évidence, evidence en anglais, donc je ne vais pas traduire, je dirais évidence à chaque fois, on peut penser à données, données probantes, éléments de preuve, preuves. Nous ne devons-nous pas avoir, en évaluant l'évidence, c'est-à-dire en menant une délibération épistémique, la capacité de décider quoi croire. Autrement dit, l'argument de Stupp est que s'il est vrai qu'un individu exécute une décision de faire fi lorsqu'il fait fi du fait d'être arrivé à la conclusion que les raisons qu'il a considérées parlent en faveur de cette action, pourquoi au juste ne pas soutenir de façon symétrique qu'il exécute une décision de croire que P lorsqu'il croit que P du fait d'avoir conclu que les raisons qu'il a considérées parlent en faveur du fait que P soit le cas. Si on accepte cette idée, alors il semble s'en suivre que nous avons sur nos croyances un contrôle volontaire. Et puisque le genre de contrôle que nous avons sur nos actions, du fait d'avoir pris la décision de les effectuer, semble suffisant pour qu'elles puissent être déontiquement évaluées, pourquoi celui que nous avons sur nos croyances, du fait d'avoir pris la décision de les avoir, ne serait-il pas lui aussi suffisant pour qu'elles puissent être ainsi évaluées? En somme, d'après ce genre de point de vue, si l'agentivité épistémique diffère de l'agentivité pratique ou ordinaire en ce qu'il y a réactivité à des raisons pratiques dans le second cas, mais pas dans le premier, cela n'implique pas qu'il n'y ait pas véritablement d'agentivité épistémique, ni que le type de contrôle qui va de pair avec ce type d'agentivité ne puisse pas être qualifié de volontaire et ou ne soit pas suffisant pour que les croyances puissent faire l'objet d'évaluations déontiques. Alors, on voudra sans doute opposer à une position comme celle de Stupp l'objection suivante. Cette position repose essentiellement sur l'idée que nos croyances peuvent être conçues comme les conclusions doxastiques d'évaluations que nous faisons et qui, à ce titre, dépendent de nous, des raisons épistémiques de croire et de ne pas croire que P dont nous disposons. Or, dans bien des cas, celui de la formation de croyances perceptuelles ordinaires, par exemple, il semble que nous ne procédions pas à de telles évaluations et que nos croyances s'imposent à nous d'une façon telle qu'il semble difficile de soutenir que leur formation est intentionnelle ou volontaire. Donc, la réponse des partisans d'une position comme celle de Stupp à cette objection semble être que, même si des croyances de ce genre peuvent sembler résulter de façon causale et automatique de l'évidence à laquelle nous sommes exposés, celle-ci est en réalité tout autant activement prise en compte et évaluée que dans les cas de délibération doxastique consciente où sont mises en balance des raisons évidentielles de croire pointant dans des directions distinctes. Il s'avère simplement que dans le cas de ces croyances perceptuelles qui semblent s'imposer à nous sur la base de l'évidence à laquelle nous sommes exposés, cette évidence pointe, pour ainsi dire, en une seule direction. De sorte que son évaluation, n'impliquant pas la mise en balance de plusieurs conclusions possibles, conduit immédiatement et inévitablement à celle à laquelle nous croyons, alors, ce qui phénoménologiquement donne l'impression que cette croyance s'impose à nous comme si le monde lui-même l'avait, via notre équipement sensoriel et cognitif, formé en nous, en quelque sorte. Alors, je ne suis pas absolument convaincu, ou même loin d'être convaincu par cette réponse, et par la position de Stupp en général, mais je ne pense pas qu'elle parvienne à prouver le caractère volontaire ou intentionnel de la formation de nos croyances. Et ce, essentiellement pour la raison suivante, que je ne ferai ici qu'énoncer, et que je ne défendrai pas en détail. Et cette raison est celle qui est indiquée sur votre handout. C'est un raisonnement en 4 points, c'est simple. Si
Juger immédiatement ou à la réflexion que les faits dont nous avons connaissance, perceptuellement ou testimonialement par exemple, indiquent que P n'a rien de volontaire, alors juger immédiatement ou à la réflexion que les faits dont nous avons connaissance indiquent clairement que P n'est pas davantage volontaire. Or, juger immédiatement ou à la réflexion que les faits dont nous avons connaissance indiquent clairement que P sait avoir formé la croyance que P, donc avoir formé sur la base des faits en question la croyance que P n'a rien de volontaire. Alors, on peut bien évidemment douter de la plausibilité de la position de Staupe, indépendamment de ce raisonnement, dont il est possible qu'on veuille rejeter une ou plusieurs prémisses. Mon propos n'est pas ici de le défendre, et en particulier, puisque c'est d'elle qu'on doute généralement, de défendre la prémisse 3. Je dirais quand même un mot de la première prémisse, qui est selon moi celle à propos de laquelle il serait davantage approprié qu'on s'interroge. Pour en effet objecter que la formation de la croyance est volontaire dans la mesure où notre volonté intervient dans deux choses. D'abord, dans le degré d'attention que nous portons aux faits dont nous avons connaissance, dans la durée de l'examen que nous faisons de ces faits, ainsi que, deuxième chose, dans la décision, afin de trancher la question de savoir si P, d'en collecter ou non de nouveau. Selon moi, le problème de cette objection est que ce n'est pas la volonté qui est au principe de l'une ou l'autre de ces deux choses, mais quelque chose qui, au contraire, n'est nullement volontaire, à savoir le fait de juger ou non que les données qu'on a considérées suffisent à établir que P, c'est-à-dire indiquent clairement que P. Le fait qu'il soit possible de dire d'une personne qu'elle n'aurait pas dû juger si rapidement que tel et tel fait indique clairement que P, ou d'une autre qu'elle aurait dû former ce jugement après avoir eu connaissance de tel et tel fait supplémentaire, ne constitue pas une preuve du caractère volontaire de l'évaluation des faits ou des données portées à notre connaissance, mais revient en réalité simplement à supposer que puisque ces jugements déontiques semblent intuitivement être appropriés, alors ce sur quoi portent ces jugements doit être suffisamment volontaire. Autrement dit, c'est une manière de présupposer la conclusion à laquelle on veut parvenir, mais pas une manière de réfuter l'objection qui avait été formulée. On pourrait aussi avancer, contre l'argument en 4 points que j'ai indiqué, qu'au moins certaines de nos croyances sont suffisamment volontaires pour être déontiquement évaluées dans la mesure où il peut dépendre de notre volonté que nous les formions ou non. Imaginons ainsi que je sache qu'en ouvrant tel livre épuisé qu'on m'a prêté pour 2 jours seulement, j'acquerrai, comme je le souhaite, une opinion fiable, riche et étayée à propos de la personnalité de Simon Bolivar. Ce dont, mettons, j'ai absolument besoin dans la perspective d'un entretien important que je m'apprête à réaliser le lendemain. Mais imaginons que l'appel de la mer, du large, soit plus fort et que je décide, avec mauvaise conscience, de passer la journée à aller faire du bateau. Dès lors, le lendemain, mes croyances à propos de la personnalité de Bolivar sont presque uniquement celles, bien pauvres et largement erronées, que j'ai acquises il y a quelques mois à la lecture en diagonale d'un article de Wikipédia sur la Bolivie. Lorsque, plus ou moins forcé de le faire, j'exprime ces croyances au cours de l'entretien en question, je note alors dans le regard de mon interlocuteur un grand agacement à consacrer du temps à une personne qui n'a manifestement pas pris la peine de préparer cet entretien. Penaud, je rentre ensuite chez moi, et bien que la chose n'ait plus véritablement d'utilité, j'ouvre enfin le livre sur Bolivar qu'on m'a prêté, où j'apprends qu'il avait les traits de caractère X, Y et Z, comme semble en attester son comportement dans les situations relatées par l'auteur, et non, entre autres, le caractère W que je le croyais avoir, le trait de caractère W que je le croyais erronément avoir après avoir été sur Wikipédia. Imaginons alors que je me dise quelque chose comme « Je n'aurais pas dû croire que Bolivar avait le trait de caractère W. Il ne tenait qu'à moi de ne plus croire cette bêtise. » Ce jugement ne serait-il pas approprié? Et ne serait-il pas approprié parce qu'il dépendait effectivement de ma volonté que je ne crois pas la chose en question? Assurément. Mais ce qui devrait être manifeste ici est que le reproche que je me fais dans ce jugement est un reproche d'irrationalité pratique, d'acrasie ou de faiblesse de ma volonté qui m'a conduit à ne pas faire ce que je savais devoir faire pour atteindre un but que je souhaitais prioritairement atteindre. Or, ce n'est manifestement pas un reproche de ce type qui est formulé dans
les évaluations déontiques négatives que j'ai listées dans la section précédente et dont je dis qu'il s'agit de comprendre ce qu'elles signifient et comment elles peuvent être appropriées. L'objection en question, en réalité, ne tient pas et ne suffit pas à montrer que nos croyances sont suffisamment volontaires pour faire l'objet d'évaluations déontiques négatives ou positives du genre de celles que j'ai indiquées en commençant. Dans le raisonnement selon lequel, puisque des évaluations déontiques de nos croyances ne peuvent être appropriées que si nous avons sur nos croyances un contrôle volontaire suffisant, et puisque nous n'avons pas un tel contrôle, alors il est inapproprié d'évaluer déontiquement nos croyances, je ne pense pas que la seconde prémisse soit fausse et doive donc être rejetée. On dit la prémisse selon laquelle nous n'avons pas de contrôle volontaire sur nos croyances. Qu'en est-il alors, puisqu'une des deux prémisses doit être fausse, puisque, comme je l'ai dit, il me semble que la conclusion doit être vraie et qu'il est incontestable que le raisonnement est valide. Qu'en est-il donc de la première prémisse ? On soutient souvent qu'elle n'est qu'une instance, ou une version du principe kantien, selon lequel doit implique peut, ou en termes plus proverbiaux, qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Comme l'écrit Pascal Angèle, tout devoir ou toute obligation présuppose que l'agent soumis à ce devoir soit au moins capable d'accomplir les actions qui sont recommandées, permises, requises ou interdites. Et il ajoute alors immédiatement, sans la condition de contrôle, la théorie déontique est vide. C'est dans le Va savoir, à la page 133. On peut cependant douter que ce dernier point suive du fait qu'à l'impossible, nul ne soit tenu ou que doit implique peu. Qu'il faille en effet qu'il soit en notre pouvoir de former à T la croyance que P, pour qu'il soit possible de dire de façon appropriée que nous aurions dû former à T cette croyance, ne signifie pas ou n'implique pas qu'il faut qu'il soit en notre pouvoir de le faire volontairement à T, ou qu'il faut qu'il soit en notre pouvoir d'exercer à T un contrôle sur la formation ou non de la croyance que P. Autrement dit, comme l'ont récemment souligné Schwartz et Southwood, je ne sais plus où, c'est en 2009, il suit de doit implique peu que pour qu'il puisse être approprié de dire que nous aurions dû faire phi à T, il faut que nous ayons la capacité de faire phi à T. Mais il ne s'ensuit pas qu'il faut que nous ayons la capacité de faire phi volontairement à T. Dès lors, il n'est pas nécessaire de rejeter le principe selon lequel doit implique peu pour que nos croyances puissent être, en dépit du caractère involontaire de leur formation, sujettes à des obligations épistémiques et, plus généralement, puissent faire l'objet d'évaluations déontiques. De ce point de vue, on ne saurait légitimement nous reprocher d'avoir ou de ne pas avoir formé à T une croyance dont un défaut cognitif personnel ou l'architecture cognitive humaine rend impossible que nous la formions, que nous ne la formions pas à T. Donc j'en viens à la troisième et dernière partie de cet exposé, qui est en réalité la partie centrale et la plus longue, qui s'intitule « Au fondement des évaluations déontiques des croyances, des obligations de performance doxastique ». Donc la question qui se pose est comment peut-il être en notre pouvoir de faire phi à T s'il n'est pas en notre pouvoir de le faire volontairement à T ? Comment comprendre la nature de ce pouvoir de faire phi à T s'il n'est pas un pouvoir de faire phi volontairement à T ? S'agissant de la croyance, la réponse que je vais défendre dans la suite de cet exposé est la suivante. Lorsqu'on juge qu'un individu S n'aurait pas dû croire que P à T, on juge que croire que P à T était en son pouvoir. Autrement dit, que S avait la capacité de ne pas former la croyance que P à T. Or, ce dernier jugement s'interprète naturellement de la façon suivante. S avait la capacité, ou était en mesure, de faire mieux qu'il n'a fait en formant la croyance que P à T. En d'autres termes, S a été, en formant la croyance que P à T, en deçà de ce que ses capacités lui permettaient de faire. Ce qui n'implique nullement que S avait la capacité de faire de façon volontaire mieux qu'il n'a fait en formant la croyance que P à T. Lorsque, jugeant que S n'aurait pas dû croire que P à T, on juge qu'il avait la capacité de faire mieux qu'il n'a fait en formant la croyance que P à T,
Sous quel aspect alors juge-t-on que sa performance doxastique aurait pu être meilleure? Deux réponses semblent envisageables. La première est, on juge que sa performance doxastique aurait pu être meilleure si, à supposer que sa croyance que P soit fausse ou ne constitue pas une connaissance, les capacités de S à T lui permettaient, à T, de ne pas former cette croyance ou de la former d'une façon telle qu'elle soit une connaissance. Deuxième réponse possible, on juge que la performance doxastique de S à T aurait pu être meilleure parce que ses capacités lui permettaient de mieux traiter ou évaluer les faits ou données dont il avait connaissance à T, et ainsi de ne pas estimer à T qu'ils indiquaient clairement que P, c'est-à-dire lui permettait de ne pas former la croyance que P à T. Ou à tout le moins, ces capacités lui permettaient de mieux traiter ou évaluer les données dont il avait connaissance à T, et ainsi de ne pas estimer de la façon dont il l'a estimé à T que ces faits ou données indiquaient clairement que P, c'est-à-dire lui permettaient de ne pas former la croyance que P de la façon dont il l'a formée à T. Donc, deux options. La première ne me semble pas s'accorder avec le contenu du genre d'évaluation déontique de nos croyances que j'ai listé plus haut. De plus, cette option implique, si l'on maintient que doit implique peut, que si S n'est pas en mesure à T de ne pas former la croyance que P, on n'est pas en mesure de la former d'une façon telle qu'elle soit une connaissance, par exemple parce que S est à son insu depuis T-1 un cerveau dans une cuve, on ne saurait juger de façon appropriée que S aurait dû à T réaliser une meilleure performance doxastique que celle qu'il a réalisée en formant la croyance que P. Ce qui semble franchement contre-intuitif, puisque si l'on peut reprocher à un individu d'avoir formé la croyance que P sur la base de certaines données qui ne l'auraient pas conduit à former cette croyance s'il n'avait pas fortement désiré que P soit le cas, on pourrait tout autant le lui reprocher s'il avait été un cerveau dans une cuve et qu'il l'avait formé sur la base de données subjectivement indiscernables des premières et qu'il n'aurait pas conduit à former cette croyance s'il n'avait pas fortement désiré que P soit le cas là aussi. La seconde option, quant à elle, n'a pas ce genre de conséquences problématiques et me semble par ailleurs intuitivement s'accorder avec le contenu de nos évaluations déotiques ordinaires de croyances. Elle signifie que ces évaluations, donc, portent sur le traitement ou l'appréciation par un individu des données dont il avait connaissance, et donc que ce ne sont pas tant ces croyances en elles-mêmes qui sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation déontique négative, que le traitement ou le cognitive processing de ces données dont le résultat est la formation ou la non-formation de telle ou telle croyance. Autrement dit, nos reproches épistémiques, tu n'aurais pas dû croire ceci, tu aurais dû croire cela, se fondent sur le jugement que, étant donné les capacités de l'individu concerné, il aurait pu mieux évaluer, traiter les données dont il avait connaissance, et ainsi ne pas y répondre cognitivement, en formant ou en ne formant pas, de la façon particulière dont il l'a fait, telle ou telle croyance. C'est-à-dire en estimant ou en n'estimant pas de la façon particulière dont il l'a fait, que ces données indiquent que telle ou telle chose est le cas. Alors si cette manière de voir les choses est correcte, il en découle que lorsque nous jugeons qu'un individu n'aurait pas dû croire que P, nous ne jugeons pas qu'il a enfreint une norme de la croyance, la vérité, la connaissance, le respect de l'évidence même, que ses capacités lui permettaient de ne pas enfreindre. Il ne s'agit pas en particulier de reprocher à cet individu de ne pas avoir formé sa croyance que P en accord avec ce que les données dont il disposait lui apparaissaient établir. Il s'agit de lui reprocher d'avoir jugé qu'elles établissaient ou indiquaient clairement que P, et ainsi d'avoir formé la croyance que P. Autrement dit, il ne s'agit pas de juger qu'étant donné ses capacités, il aurait pu ne pas enfreindre une norme évidentialiste de la croyance. Il s'agit, encore une fois, de juger que ses capacités lui permettaient de faire mieux qu'il n'a fait dans le traitement des données dont il disposait, et ainsi de ne pas conclure que P de ces données, ou au moins pas de la façon dont il l'a fait. Il s'agit de juger que sa performance doxastique, qui consiste dans la formation de la croyance que P est le cas, étant donné tel ou tel fait ou donné, est en deçà de ses capacités, en deçà du niveau de performance doxastique qu'il était en mesure d'atteindre. Ce fait que, d'après la théorie que je propose, juger qu'un individu n'aurait pas dû croire que P n'implique pas de juger qu'il a enfreint une norme de la croyance, me semble à mettre au crédit de cette théorie. Et principalement parce que nous n'avons pas attendu que les épistémologues rendent leur verdict
à propos de ce que serait cette norme pour juger de tel ou tel individu qu'il n'aurait pas dû se mettre à croire telle ou telle chose et lui reprocher de l'avoir fait. En jugeant cela, nous n'avons pas besoin de nous prononcer plus ou moins implicitement sur ce que serait cette norme, mais seulement de juger qu'en concluant doxastiquement de certaines données au fait que quelque chose soit le cas, il s'est trompé en estimant, de la façon particulière dont il l'a fait, que ces données montraient ou établissaient cette chose, alors que ses capacités lui permettaient de ne pas commettre cette erreur. De ce point de vue, une évaluation déontique négative d'une croyance ne se fonde pas tant sur le fait que cette dernière soit fausse, soit ou non fausse, que sur le fait que soit jugée fausse ou incorrecte l'inférence qui se trouve effectuée dans le traitement cognitif des données dont un individu avait connaissance à T et dont le résultat est la formation à T de la croyance en question. Alors, deux questions se posent à propos de cette conception de la nature des évaluations épistémiques des croyances. Première question, enfin deux questions simples en réalité. Première question, comment une performance doxastique d'un individu peut-elle être en deçà du niveau que les capacités cognitives de cet individu lui permettent d'atteindre? Si cette idée ne devait pas avoir de sens, il s'ensuivrait qu'on ne pourrait pas dire de façon intelligible que la performance doxastique d'un individu aurait pu être meilleure. Et si doit implique peu, qu'on ne pourrait pas dire non plus de façon intelligible qu'elle aurait dû être meilleure. Qu'est-ce donc qui explique qu'une performance doxastique puisse être soit en deçà, soit au niveau que les capacités cognitives d'un individu lui permettent d'atteindre? À cette question, on verra que la réponse renvoie à la possession ou non par l'individu concerné de certaines vertus intellectuelles, en un sens que je définirai. Deuxième question, comme j'ai déjà souligné, l'idée que doit implique peu signifie que dans le cas de la croyance, il est légitime de juger qu'un individu n'aurait pas dû former la croyance que P a T si ses capacités cognitives lui permettaient à T d'accomplir une meilleure performance doxastique que celle qu'il a réalisée à T. Mais ceci ne répond pas en soi à la question de savoir sur quoi au juste se fonde le fait de juger à propos d'un individu dont les capacités sont telles qu'il aurait pu accomplir une meilleure performance doxastique, qu'il aurait dû réaliser une meilleure performance doxastique. La réponse que je vais défendre est que dans le cas des performances doxastiques, aurait pu faire mieux implique aurait dû faire mieux. Autrement dit, aurait pu faire mieux implique que la performance doxastique concernée était coupablement insuffisante. Et ceci, contrairement à ce qu'on pourrait immédiatement penser, sans avoir à poser, j'expliquerai pourquoi, ou j'indiquerai pourquoi, que nous sommes soumis en vertu de buts personnels que nous aurions, ou d'une sorte d'uber-devoir qui s'imposerait à nous en tant qu'être humain ou intellectuel, de réaliser en toutes circonstances tout notre potentiel cognitif, de tirer en permanence le meilleur de nous-mêmes. Je vais essayer de montrer, en tout cas d'indiquer pourquoi il n'est pas nécessaire de poser l'existence d'un tel devoir pour pouvoir soutenir, pour défendre la conclusion selon laquelle, en termes de performance doxastique, aurait pu faire mieux implique aurait dû faire mieux. Donc, mes premiers problèmes d'abord, comment peut-on faire moins bien que ce qu'on est capable de faire? Le problème est qu'il ne semble pas y avoir de sens à dire qu'une machine, un ordinateur par exemple, qui exécute mal ou ne parvient pas à exécuter une tâche T à un instant T, vous me pardonnerez le fait d'avoir utilisé la lettre T à deux reprises, dans un contexte C, donc il semble qu'il n'y ait pas de sens à dire qu'un ordinateur qui ne parvient pas à exécuter une tâche T à un instant T dans un contexte C aurait pu, en vertu de ses capacités, mieux l'exécuter à T dans C. Un ordinateur qui ne parvient pas à T dans C à effectuer T est ipso facto qu'il y parvienne ou non d'habitude ou dans d'autres contextes. Par exemple, contrairement à ce qui se passe dans C, où 10 autres tâches gourmandes en ressources n'ont pas été lancées en même temps, un ordinateur dont les capacités ne lui permettent pas, à T dans C, d'effectuer la tâche T. Donc, en un mot, pour dire la chose, un ordinateur ou une machine en général fait toujours son maximum dans le contexte dans lequel il ou elle se trouve, et en ce sens ne peut pas faire mieux dans un contexte donné et à un moment donné que ce qu'il ou elle fait alors. Et il est indifférent ici qu'on choisisse de dire que l'ordinateur a toujours, à T, dans C,
la capacité d'effectuer la tâche T, mais que son exercice est entravé ou qu'elle est empêchée de se manifester par certaines conditions qui définissent à ce moment ce contexte. Les 10 autres tâches lancées en même temps, notamment. Ou bien qu'on choisisse de dire que l'ordinateur n'a pas alors, à ce moment, la capacité d'effectuer la tâche T, mais qu'il la récupérera dès qu'on mettra fin à tout ou partie des 10 autres tâches lancées simultanément. Ce qui importe ici est que le fait qu'un ordinateur ne parvienne pas à accomplir la tâche T à T dans C implique ou signifie qu'il n'y aurait pas de sens à dire que, étant donné ses capacités, sa performance à T dans C aurait pu être meilleure en ce que ses capacités lui permettaient d'effectuer T à T dans C. Donc, la question qui se pose est donc de savoir comment, à la différence d'une machine ou d'un ordinateur, il pourrait y avoir un sens, c'est-à-dire d'une personne, comme je l'ai fait il y a quelques instants, que ses capacités cognitives à T sont telles qu'elle aura pu réaliser à T, dans un contexte cognitif C dans lequel elle se trouvait, une meilleure performance doxastique que celle qu'elle a réalisée à T dans ce contexte C. Deux réponses sont ici envisageables. Soit affirmer qu'une personne est, à la différence d'un ordinateur, en partie responsable des capacités cognitives qui sont les siennes à un instant T donné, de sorte qu'il est possible de soutenir qu'elle aurait pu réaliser une meilleure performance doxastique à T dans C, car il était dans son pouvoir d'avoir de meilleures capacités cognitives à T dans C. Deuxième réponse possible, affirmer que ce ne sont pas seulement ces capacités cognitives qui déterminent le niveau de performance doxastique qu'une personne atteint à un moment et dans un contexte donné, mais autre chose. La première réponse ne saurait convenir ici dans la mesure où ce dont il s'agit de rendre compte, c'est du fait qu'on puisse faire moins bien à un moment et dans un contexte cognitif donné que ce que nos capacités permettent de faire à ce moment et dans ce contexte. C'est, me semble-t-il, ainsi que doivent être interprétées les évaluations déontiques de croyances comme celles que j'ai énoncées en commençant. Alors, soit dit en passant, il ne s'agit pas de nier que nous puissions être tenus en grande partie responsables des capacités cognitives qui sont les nôtres à un moment donné. Si elles sont inférieures à celles qu'il était en notre pouvoir qu'elles soient à ce moment, que nous puissions être blâmés pour cela de la faiblesse d'une de nos performances doxastiques. Si par exemple mes capacités cognitives se trouvent altérées ou affaiblies par le fait que je consomme des drogues depuis un certain nombre d'années et que je savais que ce faisant, je risquais de compromettre en devenant moins performant doxastiquement la réalisation de buts de première importance pour moi et que j'avais sinon de grandes chances d'atteindre, on peut légitimement me reprocher la faiblesse d'une de mes performances doxastiques. Mais si la performance en question est telle que, étant donné mes capacités à ce moment, il serait faux de dire qu'à ce moment, j'aurais pu faire mieux doxastiquement que ce que j'ai fait, le reproche en question n'est pas un reproche de sous-performance doxastique, mais un reproche à nouveau d'irrationalité pratique, puisque je savais qu'en me droguant, j'amoindrirais mes capacités cognitives et ne serais plus en mesure d'atteindre le niveau de performance doxastique requis pour la réalisation de mes buts. Bon, et il se peut également aussi qu'on veuille soutenir qu'indépendamment des buts qu'on se fixe, amoindrir ses capacités cognitives ou ne pas en tirer le meilleur parti soit toujours blâmable et que le soit sous cet aspect n'importe quelle performance doxastique, que le fait d'en tirer le meilleur parti aurait permis d'être plus élevé. Ce n'est cependant pas, c'est pas une thèse que je voudrais défendre ici, mais il est possible aussi de soutenir ce genre de thèse. Une dernière remarque, il n'est peut-être pas inutile de préciser que s'il s'agit de comprendre, c'est ce que je m'efforce de faire ici, comment une performance doxastique donnée peut être en deçà du niveau que, au moment et dans le contexte où elle a été réalisée, nos capacités cognitives nous permettaient d'atteindre, il n'est nullement question d'admettre la possibilité qu'une performance doxastique puisse être au-dessus de ce niveau. Lorsque cela semble se produire, il s'avère simplement soit que nos capacités se sont améliorées par rapport à un moment antérieur, soit que, contrairement à ce qui était le cas auparavant, nous avons tiré à ce moment le maximum, soit qu'elles s'exercent à présent dans des conditions extérieures à elles qui leur permettent de produire de meilleures performances doxastiques. Autrement dit, je ne compte nullement défendre l'idée que si nos performances peuvent être en deçà de nos capacités, il peut également y avoir des moments de grâce, d'élévation au-dessus de soi, où nos performances seraient miraculeusement dégagées des limitations que nos capacités nous imposent. Donc, pour revenir à la question qui nous occupe, à la question de savoir comment il est possible de dire d'une personne que ses capacités cognitives à T
sont telles qu'elle aurait pu réaliser à T, dans le contexte cognitif C dans lequel elle se trouvait, une meilleure performance doxastique que celle qu'elle a réalisée à T dans ce contexte C, la réponse qu'il faut défendre est donc la seconde. Ce ne sont pas seulement ses capacités cognitives qui déterminent le niveau de performance doxastique qu'une personne atteint à un moment et dans un contexte donné. Quoi alors? Pour répondre à cette question, on peut partir du fait que pour que le reproche épistémique soit possible, c'est-à-dire que pour qu'une performance doxastique puisse faire l'objet d'une évaluation déontique négative, il faut que ce qui explique que les capacités cognitives d'une personne ne produisent pas à T dans C une performance doxastique du niveau qu'elles peuvent produire à ce moment et dans ce contexte relève de cette personne. Il faut en un mot que ce soit d'elle que relève sa sous-performance doxastique. Autrement dit, il faut que la cause de la sous-performance soit une caractéristique de la personne dont cette dernière est responsable de la possession. Alors considérons, pour commencer, le cas d'un sportif, un joueur de tennis par exemple, dont l'entraîneur le pousse, en dépit des résultats en dents de scie qu'il rencontre sur le circuit depuis le début de sa carrière professionnelle, à ne jamais revoir à la baisse l'évaluation de ses capacités tennistiques. Et donc à percevoir nombre de ses performances tennistiques comme des sous-performances, en regard des capacités qu'il estime être les siennes au moment où ces performances sont réalisées. Imaginons par ailleurs que ce joueur soit, et sache être, extrêmement rigoureux et impliqué dans sa préparation, aussi bien physique que psychologique, très combatif au cours des rencontres, et un joueur qui ne s'effondre pas psychologiquement sous la pression lors de celle-ci. Ces résultats mitigés ne le conduisant pas, notamment en raison du discours de son entraîneur, à revoir à la baisse l'évaluation de ses capacités tennistiques, il pourra alors se tenir pour responsable de nombre de ses défaites, c'est-à-dire s'estimer être, plutôt que ses capacités, lui-même le facteur explicatif de ce qu'il considère être des sous-performances. Donc à l'issue d'une rencontre qu'il vient de perdre, mais qu'il était largement en mesure de gagner, si ses capacités tennistiques sont aussi élevées qu'il le croit, il semble qu'il pourra ainsi se reprocher de l'avoir perdu et non pas simplement le déplorer. Et ce, même s'il serait d'accord pour dire qu'il s'est efforcé, avant et tout au long de la rencontre, de faire du mieux qu'il pouvait pour la remporter. Alors il n'est pas certain, de mon point de vue, qu'une telle caractérisation de la situation de ce sportif soit réellement, pleinement satisfaisante. Parce que certains aspects de la personne qu'il est à T soient le facteur explicatif de ses sous-performances à T, en ce qu'ils empêchent le plein exercice des capacités tennistiques qu'il possède à T, n'implique pas nécessairement qu'on puisse lui reprocher ses sous-performances, ou qu'il puisse lui-même se les reprocher. Car il pourrait ne pas avoir de prise quelconque sur ce facteur. Autrement dit, même si ces facteurs sont constitutifs de son identité, encore faut-il qu'il puisse avoir une prise sur ces facteurs, sur son identité, pour qu'on puisse lui reprocher la chose en question, à savoir les sous-performances qui découlent du fait que ces facteurs interviennent et viennent amoindrir les capacités tennistiques qu'il estime être les siennes, notamment en raison du fait que son entraîneur le pousse à considérer que ses capacités sont très élevées. Donc, en pareil cas, s'il n'a pas de prise sur ce facteur qui explique qu'il ne tire pas le maximum de ses capacités tennistiques, il serait faux de dire de lui qu'il était en son pouvoir de ne pas réaliser à T de performances qui soient en deçà des capacités tennistiques qu'il possède à T. Et donc inapproprié de lui reprocher, ou qu'il se reproche lui-même, de n'avoir pas atteint à T un niveau donné de performance tennistique. Alors, il se pourrait cependant que les caractéristiques personnelles de cet individu qui empêchent à T le plein exercice des capacités tennistiques qu'il possède ne soient pas insensibles à son agentivité. Autrement dit, il se pourrait qu'il lui soit possible de travailler à modifier ces caractéristiques. Dans ce cas, on pourrait lui reprocher de n'avoir pas fait ce qu'il pouvait faire afin de devenir le genre de joueur capable d'exercer pleinement ses capacités tennistiques. Et donc lui reprocher ses sous-performances tennistiques qui résultent du fait de n'être pas devenu ce genre de joueur. Mais cela ne signifie cependant pas que, étant donné les capacités et les caractéristiques personnelles qui sont les siennes à T, il aurait pu réaliser à T de meilleures performances tennistiques. À supposer que ce joueur, toujours extrêmement combatif durant ses matchs, s'efforce à T de donner le meilleur de lui-même, sa performance à T n'est pas, étant donné les capacités et les caractéristiques qui sont les siennes à T, en deçà de ce qu'elle aurait pu être à T.
Le genre de reproche qu'on peut faire à ce sportif ne se fonde donc pas sur le fait qu'il est athée, fait moins bien en termes de performance doxastique que ce que ses caractéristiques et capacités athées lui permettaient de faire. Le cas de ce sportif ne permet donc pas de comprendre ce que nous efforçons ici de comprendre, à savoir la possibilité d'évaluation déontique négative basée sur le fait qu'un individu ait fait moins bien doxastiquement athée que ce qu'il pouvait doxastiquement faire athée, étant donné ses capacités cognitives et le contexte cognitif dans lequel il se trouvait athée. Ce contexte cognitif qui peut être défini aussi bien par des caractéristiques psychologiques, physiologiques ou émotionnelles personnelles, qu'elles soient passagères ou non, qu'extérieures à lui. On peut penser à une situation de stress, une situation de grande fatigue, etc. Donc l'idée que je voudrais défendre à présent, c'est le point section 3.1.2 sur le handout, est que nos performances doxastiques à un moment donné peuvent être en deçà du niveau que nos capacités cognitives nous permettent d'atteindre à ce moment, lorsque ces performances ne sont pas intellectuellement vertueuses. Autrement dit, lorsque le traitement des données à notre disposition, dont le résultat est la formation d'une croyance donnée, n'est pas intellectuellement vertueux. Il est possible, en ce cas, et en ce cas seulement, de dire que, étant donné nos capacités cognitives athées, nous pouvions faire mieux doxastiquement athée que la performance doxastique que nous avons réalisée athée, performance qui est alors susceptible de faire l'objet d'une évaluation déontique négative. Alors commençons par considérer la nature des vertus intellectuelles, et plus précisément des vertus dites de caractère intellectuel. La liste de ces vertus comprend habituellement l'ouverture d'esprit, le courage intellectuel, l'humilité intellectuelle, l'honnêteté intellectuelle, la rigueur intellectuelle, la prudence intellectuelle, la mesure intellectuelle, l'impartialité intellectuelle, mais aussi la patience et la persévérance, ténacité intellectuelle. Ces vertus, on le voit, ne font pas référence à des facultés intellectuelles, comme la sensibilité, l'imagination ou l'entendement, ne font pas non plus référence à des fonctions intellectuelles, comme l'intuition, l'introspection, la déduction, ne font pas non plus référence à des talents intellectuels dont la possession ne relève pas de notre agentivité. Il y a des aptitudes, skills, des compétences intellectuelles qui au contraire en relèvent. On peut penser à l'acuité logique, la sagacité, le discernement, la perspicacité, qui tombent dans l'une ou l'autre de ces deux dernières catégories. Les vertus de caractère intellectuel ne font pas, autrement dit, référence à ces choses qui déterminent quel genre d'animal, de mécanisme ou de système cognitif nous sommes, et le degré d'excellence de ce mécanisme ou système cognitif. Elle s'apparente plutôt à un tempérament intellectuel, même si, par exemple, selon un auteur comme Jason Baer, que j'ai déjà cité, elles se distinguent d'un tempérament intellectuel en ce qu'elles impliquent la visée d'un certain but épistémique, la vérité, la rationalité, la connaissance, la compréhension, ou plus généralement le contact cognitif avec la réalité, auquel le sujet intellectuellement vertueux attribue une valeur intrinsèque. D'après Baer, comme d'autres, elle s'en distingue également en ce que les tempéraments intellectuels consistent en des traits de caractère ou dispositions psychologiques, à manifester certaines attitudes, à éprouver certains sentiments, émotions, à former certains jugements, dont l'exercice s'apparente à celui d'une seconde nature, c'est-à-dire ne requiert pas, contrairement à celui des vertus intellectuelles, un contrôle actif du sujet. Alors avant de revenir sur ces deux caractéristiques supposées des vertus intellectuelles, supposément distinctives, je voudrais avancer à propos de ces vertus deux idées qui, aussi radicales et excessives qu'elles puissent sembler à première vue, et surtout la seconde, vous allez voir, me semblent en réalité parfaitement raisonnables et défendables. La première idée est qu'au sein des vertus intellectuelles que j'ai citées, vertu d'esprit, courage intellectuel, humilité, honnêteté, prudence, mesure, impartialité, curiosité, patience, persévérance, etc., une division doit être opérée. À la différence des autres vertus de cette liste, la patience, la persévérance et la ténacité intellectuelle ne désignent pas des vertus qu'on pourrait distinguer de la patience, de la persévérance et de la ténacité non intellectuelle. Plus précisément, la patience, la persévérance et la ténacité intellectuelle ne sont, à mon sens, manifestement rien d'autre que la patience, la persévérance et la ténacité dans les affaires dites intellectuelles, c'est-à-dire dans la conduite d'activités comme l'exploration d'une piste de recherche scientifique ou la rédaction d'une thèse
et non d'activités comme la constitution d'une collection de timbres, la capture d'une taupe retorse ou la construction d'un château de cartes. Autrement dit, lorsqu'on parle de patience, de persévérance ou de ténacité intellectuelle, on ne désigne rien d'autre, me semble-t-il, que les qualités humaines, même pas morales, humaines, de patience, de persévérance ou de ténacité, lorsqu'elles sont impliquées dans l'accomplissement d'un but que l'on qualifierait plus ou moins spontanément d'intellectuel ou d'épistémique plutôt que de pratique. Seconde idée, donc c'est celle qui est plus problématique, en tout cas, elle serait peut-être jugée trop excessive, trop radicale. Il me semble que toutes les autres vertus que j'ai citées, l'ouverture d'esprit, le courage intellectuel, l'humilité intellectuelle, l'honnêteté intellectuelle, la rigueur intellectuelle, la prudence intellectuelle, la mesure intellectuelle, l'impartialité intellectuelle, se ramènent en réalité à une seule. Et plus exactement, ces vertus ne sont en réalité, selon moi, que différents aspects d'une seule et même vertu intellectuelle, qu'on peut appeler l'impartialité doxastique, et qu'on peut caractériser de la façon suivante. Être tel que ce que nous désirons être le cas n'affecte pas notre traitement, évaluation ou appréciation de ce qu'indiquent les données dont nous disposons. Autrement dit, être intellectuellement vertueux, c'est tendre à ne pas prendre ses désirs pour des réalités en minimisant ou négligeant les données qui vont à l'encontre de ce qu'on désire être le cas, et à l'inverse, en accordant un poids excessif à celles qui parlent en faveur de ce qu'on désire être le cas. Ainsi, faire preuve d'ouverture d'esprit, d'honnêteté ou d'humilité intellectuelle, c'est être tel que dans l'évaluation des données relatives à la question de savoir si P, notre désir que P soit le cas pour que nous ne soyons pas trompés en ayant formé la croyance que P, ne nous conduise pas à accorder moins de poids ou d'importance aux données indiquant que non P, que si nous n'avions pas préalablement formé la croyance que P. Être intellectuellement courageux, c'est être tel que dans le traitement ou l'évaluation des données relatives à la question de savoir si P, notre désir que la réalité déplaisante que P ne soit pas le cas ne nous conduise pas à accorder moins de poids ou d'importance aux données indiquant que P que si nous n'avions pas ce désir. A l'inverse, ne pas faire preuve de faiblesse intellectuelle, c'est être tel que, dans l'évaluation des données relatives à la question de savoir si P, notre désir que la réalité plaisante que P soit le cas ne nous conduise pas à accorder moins de poids ou d'importance aux données indiquant que non P que si nous n'avions pas ce désir. On peut penser par exemple à la situation où, parce qu'on aimerait qu'il n'y ait pas de risque à partager avec un ami un secret qu'on vient d'apprendre, par exemple la nomination d'un professeur au Collège de France, le poids ou l'importance des choses qui parlent en faveur du fait que ce partage est risqué soit minimisé. Dernier exemple, faire preuve de prudence, de mesure ou de rigueur intellectuelle, c'est être tel que, dans l'évaluation des données relatives à la question de savoir si P, notre désir de disposer d'une réponse à cette question ne nous conduise pas à accorder davantage de poids ou d'importance à certaines données qui parlent en faveur d'une conclusion donnée et moins à certaines autres qui ne le font pas que si nous n'avions pas ce désir. En un mot, une personne intellectuellement vertueuse est une personne dont l'évaluation des faits ou données dont elle a connaissance est déconnectée de ses désirs. Il ne s'agit pas tant, en ce sens, pour être intellectuellement vertueux, d'avoir une évaluation épistémique des données qui soit déterminée par un désir de vérité ou de connaissance plutôt que par des désirs pratiques, mais d'avoir une évaluation épistémique des données qui soit celle d'une personne qui n'aurait pas de désir attaché à cette évaluation. Corrélativement, être intellectuellement vertueux, ce n'est pas nécessairement, du fait d'être motivé à croire le vrai ou de viser la connaissance, tendre à rencontrer le succès épistémique, c'est-à-dire à atteindre le vrai ou la connaissance, comme en atteste la possibilité d'être un cerveau dans une cuve intellectuellement vertueux. C'est réussir à ce que notre traitement ou évaluation de ce qu'indiquent les données que nous considérons ne soit pas affecté par nos désirs. Alors, si intuitivement il ne semble pas s'en suivre qu'être intellectuellement vertueux implique l'accomplissement ou l'épanouissement d'une nature intellectuelle ou personnelle qui serait la nôtre, il me semble assez naturel de qualifier la capacité à ce que nos performances doxastiques ne soient pas affectées par nos désirs de sagesse. Et naturel aussi de considérer que cette capacité est constitutive de l'excellence intellectuelle d'une personne. Alors, je voudrais souligner rapidement ici qu'être intellectuellement vertueux n'implique pas
contrairement à ce qu'on pourrait être assez spontanément enclin à croire, de se comporter de la façon dont doit le faire, selon Peirce, un véritable homme de science. Pour Peirce, pour Charles Peirce, fondateur du pragmatisme américain, et bien plus que fondateur du pragmatisme, métaphysicien, logicien, philosophe de première importance, un des 10 ou 15 génies de l'histoire de la philosophie. Pour Peirce, un véritable scientifique doit n'attribuer aucun poids aux conséquences personnelles dévastatrices en termes de carrière, de reconnaissance, d'estime de soi, etc., qu'aurait la fausseté d'une théorie ou d'une hypothèse qu'il a élaborée et à laquelle il a consacré sa vie. Il doit se tenir prêt à abandonner cette hypothèse à la lumière de nouveaux faits ou données, de la façon dont le ferait un scientifique pour qui la vérité ou la fausseté de cette hypothèse n'aurait aucune importance personnelle. Ce qui signifie qu'il doit se tenir prêt à sacrifier ses intérêts pratiques, personnels, à la conquête de la vérité, et doit même, d'après Peirce, ardemment le désirer quand, découvrant des éléments de preuve allant contre l'hypothèse à l'élaboration de laquelle il a consacré sa vie, il lui est donné l'opportunité de faire un pas vers la vérité en l'abandonnant. Si, pour être un tel homme de science, il est nécessaire d'être intellectuellement vertueux au sens que j'ai indiqué, il n'est cependant pas nécessaire, pour être intellectuellement vertueux, d'avoir l'héroïsme de cet homme. Cela parce que cet héroïsme implique une chose qu'être intellectuellement vertueux n'implique pas. Conformer ses actes, dont ses discours, à ce que le fait d'être intellectuellement vertueux aura conduit à croire. Autrement dit, il est concevable qu'un individu qui, parce qu'il est intellectuellement vertueux, est capable d'en venir à croire que certaines données réfutent l'hypothèse sur laquelle repose sa carrière, alors que celui qui ne l'est pas, qui n'est pas intellectuellement vertueux, n'en serait pas venu à croire cela, fasse néanmoins le choix de ne pas ajuster ses discours et ses actes à cette nouvelle croyance, afin de ne pas mettre en danger sa carrière. Faire ses choix et s'y conformer serait assurément ne pas être un bon scientifique et ne pas être moralement vertueux, mais cela n'interdit nullement que cet individu soit intellectuellement vertueux au sens que j'ai indiqué. Alors, une conséquence extrêmement importante, à mon avis, même centrale, de l'idée qu'être intellectuellement vertueux consiste à être tel que notre appréciation de ce qu'indiquent les données que nous considérons ne soit pas affectée par nos désirs, et qu'on ne saurait attendre d'un quelconque perfectionnement ou d'une quelconque amélioration de nos facultés, talents, aptitudes ou compétences, en un mot, de notre équipement cognitif, aussi important ce perfectionnement ou cette amélioration soit-il, qu'il puisse se substituer au fait d'être épistémiquement vertueux lorsqu'il s'agit d'atteindre un certain niveau de performance doxastique. Cela parce que le fait d'avoir des capacités cognitives élevées, d'avoir un équipement cognitif dont le degré de perfection est élevé, ne rend pas notre appréciation de ce qu'indiquent les faits ou données que nous considérons davantage insensible à nos désirs que si ces capacités étaient plus faibles. Le travail qui se trouve effectué par la vertu intellectuelle est autrement dit irréductible à celui qui est susceptible d'effectuer une capacité cognitive. Dès lors, la détérioration ou l'affaiblissement de nos performances doxastiques qu'entraîne le fait que, n'étant pas intellectuellement vertueux, nos désirs affectent notre appréciation des faits dont nous avons connaissance et ainsi les croyances que nous formons pas, ne saurait être compensé par la puissance d'aucune machinerie cognitive. C'est pourquoi l'individu qui est à la fois intellectuellement vicieux et doté de capacités cognitives élevées peut se montrer particulièrement bête dans nombre de ses croyances alors qu'elles sont pourtant le produit de telles capacités, et qu'au moment de la formation des croyances en question, ces capacités n'étaient pas moins élevées ou moins mises en œuvre qu'habituellement. De telles croyances peuvent être qualifiées de sous-performance doxastique et faire l'objet d'une évaluation déontique négative, c'est-à-dire être jugé bête d'une bêtise blâmable, dans la mesure où cet individu a réalisé, hâté, une performance doxastique inférieure au niveau que ses capacités cognitives lui permettait d'atteindre à ce moment, et ce, en vertu de quelque chose, un défaut de vertu intellectuelle, dont il était en son pouvoir hâté de ne pas faire preuve. Alors cette conception s'accorde, j'en ai bientôt terminé, peut-être étonnamment, avec certains aspects de la position défendue par Roger Pouivet, pour qui il ne suffit pas que nos facultés sensibles et intellectuelles fonctionnent normalement ou correctement pour que nous soyons épistémiquement irréprochables, car, écrit-il, la fiabilité d'un être humain n'est pas celle d'un mécanisme ou d'un processus, mais d'une personne.
Et il ajoute plus loin, le concept de vertu épistémique est solidaire d'une conception pour laquelle les personnes humaines sont irréductibles à leur équipement sensible et intellectuel. Mais tandis que Puivet en tire la conclusion qu'être intellectuellement vertueux, ce n'est pas avoir acquis des compétences, mais réaliser sa nature, se perfectionner épistémiquement et humainement, et en tire corrélativement la conclusion qu'il faut faire place en épistémologie à d'autres choses qu'une théorie de la compétence doxastique et de la justification épistémique, je cite, j'en tire plutôt la conclusion qu'une théorie satisfaisante de la compétence doxastique fait apparaître le rôle spécifique et irremplaçable joué par la vertu intellectuelle dans nos performances doxastiques. Ce rôle est rendu nécessaire lorsqu'il s'agit de ne pas faire doxastiquement moins bien que ce qu'on est capable de faire par le fait que nous ne soyons pas réductibles à notre équipement cognitif, et consiste en quelque sorte à faire que notre appréciation des faits soit celle d'individus qui n'en seraient pas réellement, mais seraient de pure machinerie cognitive dépourvue de désir. Alors pour clore cette section, on peut remarquer que si, comme je l'ai soutenu, une croyance peut en elle-même faire l'objet d'une évaluation déontique négative uniquement lorsque, athée, les capacités de l'individu S qui l'a formé étaient telles qu'il aurait pu faire mieux en termes de performance doxastique, et s'il ne peut pas y avoir de sous-performance doxastique athée, si S n'est pas intellectuellement vicieux athée, ou non intellectuellement vertueux athée, il s'ensuit que les croyances de S sont à l'abri du blâme. On ne saurait dire de façon légitime que S n'aurait pas dû les former, dès lors que S les a formées de façon intellectuellement vertueuse, au sens que j'ai indiqué. Il ne peut pas y avoir sous-performance doxastique quand il y a vertu intellectuelle, et s'il n'y a pas sous-performance doxastique, il ne peut pas y avoir blâme légitime. La vertu intellectuelle ne garantit cependant pas qu'il ne puisse pas y avoir de temps à autre, chez un individu donné, des défaillances cognitives. Défaillances que nous pouvons être erronément enclins à lui reprocher quand nous estimons que ses capacités lui permettaient de faire mieux doxastiquement en telle et telle occasion, et que, par ailleurs, nous ne disposons d'aucune preuve que ces défaillances cognitives soient des défaillances cognitives, plutôt que le résultat coupable d'un défaut de vertu intellectuelle, c'est-à-dire le résultat d'une appréciation des données affectée par un désir quelconque. Mais le fait que nous n'ayons souvent pas les moyens évidentiels de trancher avec certitude la question de savoir si une performance doxastique donnée est une sous-performance ou bien le résultat de capacités cognitives qui, athée dans un contexte cognitif C, ne pouvait pas produire mieux doxastiquement que cette performance, le fait que nous n'ayons pas les moyens de trancher entre ces deux options ne signifie pas que nous ne fassions pas conceptuellement de différence entre, d'un côté, des déficiences cognitives structurelles ou des déficiences cognitives passagères à déplorer ou à regretter, et de l'autre, des faiblesses intellectuelles à blâmer. Cela signifie plutôt que si, dans le domaine doxastique, comme dans le domaine pratique, un individu doit être présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, alors tant que nous n'avons pas d'indication que ces désirs ont pu affecter la performance doxastique que nous jugeons inférieure à ce que permettent les capacités cognitives que nous prêtons à cet individu, nous devons juger que cette performance relève d'une défaillance cognitive dont il ne saurait, en tant que défaillance cognitive, être blâmé. Corrélativement, parce qu'il serait tout aussi inapproprié de louer un individu pour la réalisation athée d'une performance doxastique qui résulte simplement de ses capacités cognitives athées que de le louer athée pour une performance athlétique qui résulte simplement de ses qualités physiques athées, ce qui n'exclut pas qu'on puisse le louer pour le fait d'avoir acquis ses capacités ou qualités. Il me semble que, tant que nous n'avons pas de raison de penser que tels et tels sont les désirs d'un individu, et que si cet individu n'avait pas été intellectuellement vertueux, ces désirs l'auraient certainement empêché de former telle ou telle de ses croyances, sur la base de certaines données, il n'y a pas lieu de louer cet individu pour ses croyances, aussi élevées les performances doxastiques dont elles sont les résultats soient-elles. Alors un Humien pourrait objecter, ou une Humienne, que la frontière entre le talent et la vertu, ou entre le défaut et le vice, n'est pas aussi nette que nombre de philosophes aiment à le penser, et qu'il ne faut pas, dès lors, restreindre, autant que je l'ai fait, les circonstances dans lesquelles le blâme et la louange épistémique sont légitimes. J'ai quelques doutes, cependant, à propos du raisonnement que Hume emploie pour montrer que nous ne faisons pas ordinairement entre le talent et la vertu, entre le défaut et le vice, le genre de départ radical que les philosophes seraient dès lors à peu près les seuls à faire. Le raisonnement de Hume semble en effet reposer en grande partie sur l'idée que, puisque nous admirons le talentueux aussi bien que le vertueux, et en réalité le talentueux davantage que le vertueux,
puisque nous n'admirerions pas ou ne voudrions pas être des hommes qui seraient vertueux mais dépourvus du moindre talent, la louange qui accompagne l'admiration qui va à la vertu accompagne donc aussi l'admiration qui va au talent. Et en réalité, elle va au talent davantage qu'à la vertu, puisque l'admiration, et donc la louange, n'irait pas à la vertu si le talent faisait entièrement défaut. Ce raisonnement est cependant, à mon avis, contestable en ce que le fait que la vertu et le talent soient tous deux objets d'admiration n'implique pas qu'ils le soient dans le même sens. Le talent intellectuel, par exemple, semble bien davantage être admiré de la façon dont nous admirons la perfection physique naturelle de certaines constitutions que de la façon dont nous admirons celui qui, s'il est profondément hostile au projet de la fondation Templeton, par exemple, ne se met pas à envisager de s'en accommoder lorsque cette fondation lui propose des financements de recherche dont il sait qu'aucune autre institution ne les mettra jamais à sa disposition. De même, le fait qu'une des choses où nous sommes le plus fiers ou qui a le plus de valeur à nos yeux soit l'intelligence qu'on nous prête, et qu'une de celles dont nous sommes le plus honteux ou qui est la plus infamante à nos yeux soit la bêtise dont nous avons eu l'occasion de faire preuve, ne prouve en aucune façon que nous nous blâmerions davantage pour la bêtise qui pourrait être la nôtre que pour la vertu qui pourrait nous faire défaut. Que nous soyons honteux de ou affligés par notre nullité ou notre infériorité intellectuelle, quand bien même nous saurions être intellectuellement vertueux, ou que notre excellence ou notre valeurs intellectuelles personnelles soient bien faibles, si seule la vertu intellectuelle ne nous fait pas défaut, ne permet pas de montrer que nous louons le talent et blâmons son absence. De ce point de vue, il n'en va pas pour la valeur ou l'excellence intellectuelle comme pour la valeur ou l'excellence morale, qui semble uniquement corrélée à notre vertu morale. Mais ceci provient simplement du fait qu'il semble difficile de concevoir l'existence de capacités morales ou d'un équipement moral qui serait distinct de nos vertus morales éventuelles. Alors, avant de terminer, de passer au dernier paragraphe de cet exposé, qui sera consacré à la question de savoir très rapidement pourquoi au juste faire moins bien doxastiquement athée que ce qu'on aurait pu faire athée sans exposer nos croyances au blâme épistémique, je voudrais dire quelques mots d'un type de blâme et d'obligation épistémique dont la nature est apparemment assez différente de ceux dont il a été question jusqu'ici. Il ne s'agit pas cette fois, pour une performance doxastique donnée, d'être au niveau que nos performances nous permettent d'atteindre, mais d'atteindre, étant donné la position, la fonction ou le rôle qu'on occupe, un certain niveau de performance doxastique et de posséder dès lors les capacités et la vertu intellectuelle que le fait d'atteindre ce niveau nécessite. Être médecin, professeur, ministre ou parent, par exemple, requiert d'atteindre un certain niveau de performance doxastique dans l'appréciation des données qui sont en lien avec ces rôles ou fonctions. Pour cette raison, il semble que ce ne soit pas seulement pour un défaut de vertu intellectuelle dans l'affirmation de leurs croyances que les individus qui occupent ces rôles ou fonctions peuvent être blâmés, mais aussi pour la faiblesse de leurs capacités cognitives ou pour leur ignorance de certaines connaissances ou de certains usages relatifs à ces rôles ou fonctions, si cette faiblesse ou cette ignorance exclut qu'ils puissent atteindre le niveau de performance doxastique requis. Alors bien évidemment, ces rôles ou fonctions ne sauraient exiger des niveaux de performance doxastique, et avec eux la possession de connaissances et de capacités cognitives qu'aucun être humain ne saurait jamais posséder. Ils exigent simplement des niveaux de performance que les individus qui occupent ces rôles ou fonctions possèdent généralement, et ou qu'on estime normal qu'ils possèdent, étant donné le fait qu'ils occupent ces rôles ou fonctions. De plus, pour qu'on puisse exiger de ces individus ces niveaux de performance doxastique, il faut qu'ils aient choisi d'occuper ces rôles ou fonctions. Et ce soit ainsi au moins implicitement engagés à atteindre le niveau de performance doxastique en question, et non qu'on les y ait placés à leur insu ou malgré eux. Enfin, il faut qu'au moment où ils ont fait ce choix et au moment où ils occupent ces rôles ou fonctions, ils possèdent des connaissances et des capacités intellectuelles suffisantes pour être en mesure d'évaluer correctement s'ils peuvent ou non atteindre le niveau de performance requis. Si ces trois conditions sont satisfaites, mais que les individus concernés n'atteignent pas le niveau de performance doxastique requis par le rôle ou la fonction qu'ils occupent, il est alors, et alors seulement, possible de leur reprocher quelque chose qui n'est certes pas très agréable ni très aimable, mais qui ne serait pas pour autant illégitime, à savoir d'être des incapables. Ce qui n'est en réalité qu'une manière un peu vigoureuse
de leur reprocher d'avoir laissé leur désir d'occuper ces rôles ou fonctions affecter leur appréciation des données relatives à la question de savoir s'ils pouvaient ou non satisfaire les réquisites de performance doxastique attachés à ces rôles ou fonctions. Autrement dit, au bout du compte, le blâme épistémique ne se fonde sur rien d'autre, une fois encore, que sur un défaut de vertu intellectuelle chez l'individu blâmé. Donc j'en viens à la dernière question qui est pourquoi aurait pu mieux faire impliquerait-il, aurait dû mieux faire? Pourquoi au juste, lorsqu'il est question de performance doxastique, aurait pu mieux faire, semble impliquer aurait dû mieux faire? À cette question, plusieurs réponses sont envisageables, j'en indique 5. Je les indique seulement, et aucune, je le dis tout de suite, aucune de ces 5 réponses ne me satisfait réellement. La première et la dernière me semblent fausses, et il me semble que les réponses 2, 3 et 4 n'arrivent pas à identifier, à mettre précisément le doigt sur ce qui permet de faire ce passage, d'expliquer cette implication à aurait pu mieux faire, aurait pu mieux faire, aurait dû mieux faire. Alors, première réponse envisageable, nous avons le méta-devoir dans nos performances pratiques comme dans nos performances doxastiques de toujours réaliser notre potentiel, de tirer le meilleur de nous-mêmes. On pourrait dire en ce sens, mes capacités m'obligent. Un peu comme on dit, noblesse oblige. Deuxième réponse possible, dire que nous avions le pouvoir de faire mieux doxastiquement dans le traitement de l'évidence, c'est dire que nous avons commis des erreurs dans le traitement ou l'évaluation de l'évidence, c'est-à-dire que, de ce qu'indiquent les faits ou données dont nous avons connaissance, erreur qu'il ne tenait qu'à nous de ne pas commettre. Autrement dit, lorsque nous pouvions faire mieux doxastiquement que nous l'avons fait, notre performance doxastique possède certains défauts épistémiques qu'elle aurait pu ne pas avoir et dont nous sommes responsables. C'est pourquoi on peut nous reprocher cette performance. Pourquoi aurait pu faire mieux doxastiquement implique aurait dû faire mieux doxastiquement. Troisième réponse possible, qui est en un sens ma réponse préférée, mais pas sa formulation, sur laquelle je n'ai pas réussi à façonner de façon satisfaisante, puisqu'avoir fait moins bien doxastiquement que ce que nos capacités nous permettaient de faire implique notre désir qu'une conclusion soit vraie, à affecter en sous-main notre traitement de l'évidence visant à déterminer ce qu'est le cas, il s'ensuit qu'avoir fait moins bien doxastiquement que ce que nos capacités nous permettaient de faire signifie que nous avons à la fois cessé d'être maîtres de notre jugement et que nous avons enfreint le but que nous poursuivons constitutivement lorsque nous traitons ou évaluons l'évidence. Arriver à une conclusion qui suive des données que nous considérons. Sous ce double aspect, une performance doxastique qui est en deçà de nos capacités est une performance intrinsèquement critiquable. Quatrième réponse possible, avoir fait moins bien doxastiquement que ce qu'on pouvait faire implique qu'on a été intellectuellement vicieux dans notre performance doxastique. Or, on ne doit pas être intellectuellement vicieux, c'est pourquoi aurait pu faire mieux doxastiquement implique aurait dû faire mieux doxastiquement. Cinquième réponse, qui en réalité n'en est pas une, qui consiste en réalité à dire qu'il est faux qu'on puisse toujours blâmer un individu pour une performance doxastique qui n'a pas été au niveau que ses capacités lui permettaient d'atteindre, parce qu'il désirait que soit vraie une conclusion que sans ce désir, les données à sa disposition ne l'auraient pas conduit à juger vraie. Autrement dit, nous n'avons pas nécessairement quelque chose à reprocher à cet individu, c'est-à-dire quelque chose à reprocher à l'individu qui aurait pu mieux faire doxastiquement, étant donné les capacités qu'il possède. Et je vais m'arrêter là, en espérant que vous aurez peut-être quelques lumières sur les réponses qui vous semblent les plus satisfaisantes ou les plus intéressantes. Je vous remercie.